Allez, c'est parti et on commence par Antoine Griezmann, parti pour rester à l'Atlético, annoncé avec insistance en MLS cet été. Griezmann pourrait finalement rester une dernière saison donc à Madrid. On part tout de suite en Espagne, rejoint notre correspondant RMC Sport, Edgar Grollo. Salut Edgar. Salut Jérôme, salut tout le monde. Edgar, c'est une réunion avec les dirigeants colchoneros qui aurait fait changer d'avis Grisou. Oui, alors c'est ce qui vient en Espagne. C'est AS qui a sorti cette information en disant que on penchait de plus en plus vers une nouvelle saison de Griezmann avec l'Atlético. Nous, ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'effectivement, il y avait une réunion qui était prévue pour discuter de l'avenir d'Antoine Griezmann à l'Atlético et aussi qu'à l'heure actuelle, aucune décision n'est actée, n'est prise. L'avenir d'Antoine Griezmann n'est pas encore acté. Personne ne peut dire à 100% il va rester, il va partir. Maintenant, il y a quelques voix dissonantes aussi en Espagne qui expliquent notamment la Cadena Ser. La Cadena Ser assure elle qu'il se rapproche peut-être plutôt vers un départ cet été. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'Antoine Griezmann, on le sait, a envie de terminer sa carrière en MLS, aux États-Unis. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va partir cet été, est-ce qu'il va partir l'été d'après. Tout ça va être acté dans les prochains mois. Il est en tout cas, ce qu'on peut le dire, Loïc, quand on regarde les stats, il reste incontournable. Ouais, j'allais dire, on va appeler Jérôme Méhari pour avoir l'info, oui, parce qu'on sait qu'il est sur le dos, et s'il nous regarde, on l'embrasse. Ouais, effectivement, Griezmann, c'est tout simplement un des joueurs les plus réguliers de l'Atlético, de la Liga, on aurait même pu dire de l'équipe de France quand il y était encore, et si on regarde ses chiffres cette saison, il est décisif toutes les 126 minutes, donc on est à peu près dans ces temps de passage de la saison passée, un petit peu en deçà de ce qu'il faisait il y a 2 ans, mais voilà, c'est quand même 16 buts et 8 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Donc Griezmann, clairement, il n'y a pas de déclin sportif. Et effectivement, après, sa place dans l'histoire, on la connaît, c'est le meilleur buteur du club, 197 buts, c'est une dinguerie, devant Luis Aragonès. Et je pense que les 200, là, ils sont tellement proches que je me dis qu'on devrait les voir d'ici quelques jours, voire quelques semaines. On le souhaite, évidemment, pour lui et pour l'Atlético. Et du coup, évidemment, il est entré dans le cœur des colchoneros. En tout cas, c'est le sentiment qui est partagé par la journaliste Patricia Cazón, qui travaille pour AS. Sí, es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid. Sí, por encima de Simeone, sí, por encima de Luis, sí, por encima de Futre, sí, por encima de Gárate. Sus números ahí están, sus números lo confirman. Es un jugador diferencial, absoluto, totémico, y qué suerte para el Atlético de Madrid haberlo tenido tantos años. Edgar, du coup, Griezmann, on va savoir sa décision dans quel timing ? C'est toute la question, et l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment Griezmann qui aura le dernier mot, parce que évidemment l'Atlético aura son mot à dire. On sait que on peut aussi imaginer que Griezmann, il a 2 options qui lui plaisent beaucoup, c'est-à-dire rester à l'Atlético là où on sait qu'il est très heureux et épanoui avec sa famille, ou aller vivre cette aventure américaine dont il rêve. Donc ce qui est possible aussi, c'est qu'à la fin, ça soit l'Atlético qui ait le dernier mot. En tout cas, il va vraiment y avoir une discussion ouverte entre les deux, c'est prévu, et c'est une discussion qui a lieu, qui va avoir lieu dans les prochains mois aussi, continuellement, pour prendre une décision vraiment ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'Antoine Griezmann, après tout ce temps à l'Atlético de Madrid, son club de cœur, il n'a pas envie de créer un problème et une situation qui pourrait être compliquée pour le club. Grosse actu mercato également dans l'autre club de la ville, le Real évidemment. Alors pas de problème en attaque, pas de problème au milieu de terrain. Quand on voit les joueurs qui garnissent l'effectif du Real, il n'y a pas de souci. En revanche, en défense, ça risque de bouger. Edgar, on attend un international anglais, peut-être dans le couloir droit de la défense du Real Madrid. Oui, c'est une venue qui paraît presque actée maintenant, Trent Alexander-Arnold. On parle de lui depuis plusieurs mois, et aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il va signer librement au Real Madrid cet été. Ce serait évidemment un énorme coup de rien payer pour un joueur d'une telle qualité, de classe mondiale, malgré ses défauts en défense. On sait évidemment que c'est l'un des meilleurs latéraux du monde, et c'est surtout un poste où il y a beaucoup de besoins côté Madrid, parce que Lucas Vazquez, on le sent quand même en grande difficulté. Dani Carvajal, il est en train de revenir de blessure, il reviendra dans les prochains mois, mais on a des interrogations, on ne sait pas exactement à quel niveau il va revenir. Donc c'est vraiment un dossier prioritaire
pour le Real Madrid, ce poste d'arrière droit, mais globalement, toute la défense, à tous les postes, il va y avoir des questions, des interrogations dans les prochains mois pour savoir est-ce qu'on va recruter ou non, est-ce qu'on va faire confiance à des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet effectif, parce que évidemment, cette saison, la grande difficulté du Real Madrid, ça a été la solidité défensive, on l'a vu, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, partout, toute la saison, il y a toujours des problèmes en défense au Real. On va tout détailler, mais d'abord Trent Alexander-Arnold. Lolo, c'est évidemment, on a tous en tête son fabuleux pied droit, mais le problème c'est qu'il est défenseur. Ouais, non mais ça reste, Edgar le disait, c'est un vrai braquage. Tu payes 0 pour le latéral droit le plus performant, on va dire, quasiment des 8 dernières années. Il a marqué l'histoire de Liverpool, il a marqué aussi l'histoire de la Première Ligue. On regarde son bilan, 254 matchs joués, 17 buts, surtout 64 passes décisives. Il est devenu très récemment le premier pourvoyeur donc chez les défenseurs dans l'histoire de l'APL devant son coéquipier Andy Robertson. Donc même si tu fais le ratio, donc là parce que c'est le chiffre absolu, mais si tu fais le ratio, il fait une passe décisive toutes les 321 minutes, c'est toujours le meilleur ratio de l'histoire des défenseurs de la Première Ligue. Et même cette saison, donc ça c'est historique, mais même cette saison, ça reste le meilleur créateur de Liverpool en Première Ligue, celui qui fait le plus de dégâts à la fois dans les 30 derniers mètres, que ce soit par la passe ou par le centre. C'est le premier créateur, on l'a dit, en termes de expected assist, donc par rapport à la qualité des passes décisives qu'il fournit. Et Edgar le disait, il est souvent critiqué aussi pour son côté défensif, un peu moins impliqué forcément. Il donne beaucoup offensivement, mais derrière, bon, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, si on regarde les stats, il est quand même le deuxième meilleur récupérateur donc de son club. Il est top 5 chez les défenseurs de Première Ligue et il commet très peu de fautes malgré le nombre de duels qu'il a à gérer, parce que c'est vrai que comme il va beaucoup devant, derrière il doit revenir et puis souvent il est en face à face avec son vis-à-vis. Mais Trent Alexander-Arnold en plus c'est quelqu'un qui est très efficace sur coup de pied arrêté, chose qui manque au Real depuis la retraite de Toni Kroos. Et c'est pas qu'un latéral aussi, c'est quelqu'un qui depuis Jürgen Klopp a été repositionné en quelque sorte. On le voit ici sur cette map d'Opta, de nos amis d'Opta, pour un latéral droit. Regarde les ballons touchés, ils sont quand même bien hauts, hein. Donc il y a une vraie capacité, il est partout clairement. Donc pour Trent Alexander-Arnold à performer aussi, et pour le Real on ne voit pas comment ça pourrait être une mauvaise recrue. Ce serait même une recrue ultime, limite. Et à ce poste-là d'arrière droit, il y a aussi une autre possibilité, peut-être même que les deux se feront dès cet été. C'est un néo-international espagnol qui pourrait également s'engager avec le Real. Edgar, et il évolue à Bournemouth. Il vient de faire ses débuts avec la Roja. Oui. Je te laisse prononcer son nom. Huysen, mais en Espagne ils disent Huysen parce qu'ils ont décidé que maintenant, vu qu'il jouait pour l'Espagne, ils allaient le prononcer à l'espagnol. Mais évidemment, on le rappelle, c'est un joueur qui est né aux Pays-Bas et c'est une vraie option. C'est un joueur qui intéresse beaucoup le Real Madrid, qui joue aussi défenseur central, qui joue à Bournemouth, tu l'as dit, qui a fait sa première cape avec l'Espagne ces derniers jours. Et lui, c'est un joueur qui rêve de jouer au Real Madrid. Tout simplement, il rêve de jouer au Real Madrid. Évidemment, c'est pas le seul. Maintenant, la question sur ce dossier-là, c'est qu'évidemment, le Real Madrid est intéressé par le joueur est intéressé par le Real Madrid, mais le Real Madrid, on le sait, ne font pas de folie sur le mercato au niveau des prix des transferts. Il vaut a priori environ 45-42 millions d'euros selon Transfermarkt. À voir combien Bournemouth va demander pour ce joueur-là, parce qu'il est en contrat jusqu'en 2030. À voir si le Real Madrid veut sortir une somme importante pour un joueur de 19 ans qui, oui, un crack, mais qui, pour l'instant, n'a pas non plus montré qu'il allait être forcément le prochain Sergio Ramos, même si c'est un très bon joueur. À voir quelle certitude le Real Madrid a sur ce joueur et si le Real Madrid est prêt à sortir le chéquier quand on sait qu'il y a aussi d'autres dossiers intéressants à suivre durant ce prochain mercato. C'est ses performances qui l'ont permis d'arriver en sélection espagnole, Loïc ? Ouais, entre autres. Alors, c'est vrai qu'il a un parcours un peu particulier, Huysen, puisqu'il a été élevé en... tu prononces à la néerlandaise. Ok, d'accord, ok, oui, puisqu'on est là. J'ai regardé comment disaient les journalistes espagnols et c'était Huysen, Adin Huysen. Donc, je vais le dire Huysen. Donc, Huysen, c'est 2 mètres quand même sous la caboche. Là, on le voit avec son papa. Donc, on l'a dit, il est d'origine néerlandaise. Son père faisait partie du centre de formation de l'Ajax, époque Edgar Davids notamment. Donny Maradoni
Anthony Huijsen. Donc tu vois, il avait du potentiel, malheureusement il n'a pas trop percé. Et le fils, donc Dean, a été formé à Malaga, post-formé à la Juve. Il a joué à la Roma et donc il est arrivé à Bournemouth. Et c'est vrai qu'il a mis un peu tout le monde d'accord en première ligue. Si on regarde notamment ses chiffres, donc il est deuxième en termes de dégagement défensif chez les défenseurs de PL cette saison, troisième en interception. Et surtout, ça c'est ses qualités défensives, mais il a aussi la capacité à porter le ballon. Il est numéro 3 en action menant à un tir chez les défenseurs centraux. Donc c'est un défenseur assez complet, jeune, on l'a dit, et qui semble avoir une marge de progression quand même assez importante. Les autres enjeux de la défense, Edgar, tu en parlais tout à l'heure. On va peut-être dire un mot de Raúl Asensio, le défenseur central, et de sa prolongation de contrat. Et puis le poste, on va dire, où on se pose le plus de questions, c'est le poste d'arrière gauche. Oui, bien sûr. Déjà sur Raúl Asensio, qui, on le rappelle, à 22 ans, est devenu un titulaire indiscutable cette saison avec cette équipe. Lui, il est en fin de contrat en 2029. Pourquoi 2029 ? Parce qu'à la base, il avait un contrat jusqu'en 2026, mais que le Real Madrid a une option dans les contrats de ces joueurs qui sortent du Castilla pour les prolonger, entre guillemets, automatiquement. C'est-à-dire que pour ce contrat jusqu'en 2029, il n'y a pas eu de nouvelles négociations. Donc, il est protégé, il ne peut pas partir libre, par exemple, l'été prochain, mais il va y avoir de nouvelles négociations cet été, tranquillement, pour revaloriser évidemment le salaire et le contrat du joueur, parce que personne ne s'attendait, même dans son entourage, même le joueur lui-même, personne ne s'attendait à ce qu'il ait un rôle aussi important cette saison. Donc ça va être un dossier à suivre cet été. Est-ce que le Real Madrid va revaloriser Raúl Asensio à hauteur du joueur évidemment qu'il est devenu cette saison? Évidemment, en défense centrale, il y a beaucoup de dossiers parce que Rudiger, c'est un petit peu la seule certitude qu'on a. Militao est toujours blessé. Alaba est décevant, en tout cas, il n'est pas encore au niveau où il était avant sa très longue blessure depuis qu'il est revenu. Et maintenant, tu l'as dit, il y a aussi ce chantier, j'ai envie de dire, côté gauche, ou en tout cas ces interrogations, parce que il y a Ferland Mendy, il y a Fran Garcia. Le plus probable, je pense, en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y ait pas de recrue à ce poste-là, parce que Ferland Mendy fait quand même le travail, et surtout c'est un joueur très apprécié par Carlo Ancelotti, parce que Carlo Ancelotti lui dit tout simplement: ne monte pas trop, ne prends pas trop de risques. Ferland Mendy, il fait le boulot, c'est un bon défenseur. Il permet aussi d'équilibrer, parce que devant, on a Vinicius, on a Kylian Mbappé sur ce côté-là, donc ça permet aussi d'équilibrer l'équipe. Donc le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de recrue côté gauche. Maintenant, il y a deux pistes qui sont évoquées à ce poste-là, si éventuellement il y a un renfort. Il y a Miguel Gutiérrez, 23 ans, qui joue à Gérone. Le Real Madrid a une clause de rachat avec ce joueur, parce qu'il vient du Real Madrid initialement, une clause de rachat à 8 millions d'euros, sachant qu'il en vaut un petit peu moins de 30. Ce serait quand même une très très belle affaire pour eux. Et puis l'autre joueur qui est évoqué, mais ça paraît quand même très 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 compliqué, c'est Alvaro Carreras, le joueur du Benfica, qui évidemment intéresse intéresse le club, qui était passé par le centre de formation, mais ça paraît très improbable, voire presque impossible cet été pour le Real Madrid. Edgar, merci beaucoup, et on te retrouve évidemment toute la journée sur RMC, à la radio, également dans le Super Moscato Show pour toutes les dernières infos qui concernent le Real et Antoine Griezmann à l'Atlético. À très bientôt dans RMC Mercato. Salut Edgar. Igor Tudor, lui, a été choisi pour relancer la Juve. Thiago Motta est déjà parti après même pas une saison. Pourquoi, Loïc? Pourquoi? On va regarder les chiffres, ça va s'expliquer tout naturellement. Non, franchement, faut pas être aussi dur que ça avec Thiago Motta. C'est vrai que ça a été assez surprenant de le voir limogé aussitôt. Si on regarde son bilan, toute compétition confondue, donc avec 42 matchs, il compte 18 victoires, 17 nuls, 7 défaites. Alors c'est vrai que si on regarde le pourcentage de victoires, 43%, c'est le pire ratio depuis Luigi Del Neri, saison 2010-2011. Il n'a pas laissé des bons souvenirs. Effectivement, en Serie A, une lutte pour la 4e place qualificative pour la Champions. La Champions que la Juve a quitté en barrage face au PSV. Donc effectivement, les résultats n'étaient pas dingues de Thiago Motta, mais on rappelle, c'était une saison de transition. On sortait de Max Allegri avec donc Thiago Motta qui avait fait une superbe saison avec Bologne. Et surtout, ça va coûter cher quand même à la Juve. 20 millions d'euros d'indemnité à donner à Thiago Motta. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est accéléré ces derniers jours pendant un trêve international. En fait, il a rencontré ses dirigeants pour essayer de faire un peu le point sur la suite de la saison. Et apparemment, ça s'est pas super bien passé. Giuntoli, directeur sportif, lui aurait même dit j'ai honte de t'avoir recruté, selon la Gazzetta. Donc effectivement, c'était devenu un peu
invivable pour Mota. À quoi faut s'attendre quand on recrute Igor Tudor ? Déjà, effectivement, Igor Tudor, il est recruté pour faire un peu le pompier de service. Il a signé jusqu'à la fin de la saison. Donc ce qu'on sait, et ça a été dit par Giuntoli durant la conférence de presse de présentation qui a eu lieu à midi, c'est que il sera quand même à la Coupe du Monde des clubs, Igor Tudor. Mais potentiellement, il a un contrat qui court jusqu'à la fin de saison et qui lui permettra, avec une option peut-être de prolonger. C'est son 3e passage au club à Tudor. On l'a vu en tant que joueur. Il était aussi l'adjoint de Pirlo saison 2020-2021. Et là, il arrive en tant qu'entraîneur en chef. Et c'est vrai qu'on le connaît bien, Igor Tudor, notamment depuis son passage à l'OM. Il a toujours le pourcentage de victoire le plus élevé pour un entraîneur du club phocéen en Ligue 1, ce qui n'est pas rien. Une carrière donc assez impressionnante. Et c'est vrai qu'on sait qu'il aime à la fois le jeu offensif, il aime la verticalité et il aime l'intensité. On va dire que c'est les 3 choses qui le définissent le mieux. Bon, pas de bol, la Juve en Serie A cette saison en termes de jeu offensif, 6e attaque seulement, 7e en termes de ballons touchés dans la surface adverse, donc c'est pas foufou. En termes de verticalité, alors certes ils ont de la possession, mais c'est la dernière équipe en Serie A par rapport au pourcentage de passes vers l'avant. Et en termes d'intensité, ils sont aussi derniers en termes d'interception, donc ça joue pas ultra haut sur le terrain. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir se baser sur une défense qui est assez solide, la 3e de Serie A, et il devra essayer de bonifier entre guillemets cette équipe pour aller, je le disais, chercher cette 4e place qui est presque vitale dans les finances de la Juve pour la saison prochaine. Et voilà à quoi devrait ressembler, ou pourrait ressembler en tout cas son premier 11 à Igor Tudor, que l'on sait adepte de cette défense à 3, du marquage individuel également sur tout le terrain. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, donc il y a des petits doutes, Jay. Alors il a confirmé quand même que Locatelli serait son capitaine, donc ça bouge pas. Locatelli sera sûr de jouer. Effectivement, donc ça devrait être son fameux 3-4-2-1 ou 1-2, ça dépend, il y a une petite variante qui est assez classique, avec donc effectivement le challenge, ça va être de relancer Dusan Vlahovic, qui était pas peu heureux de voir Mota prendre la porte. Vlahovic qui est censé être quand même le leader offensif de cette équipe de la Juve. Après, évidemment, ça peut changer. Il y a Teun Koopmeiners aussi, l'ancien joueur de l'Atalanta, qui est assez décevant. Nico Gonzalez. Bref, il y a pas mal de recrues de la Juve qui vont devoir prouver que sous Tudor, qu'ils ont aussi cette capacité-là. Et on a mis aussi Khéphren Thuram, qui devrait faire partie de ces joueurs donc intégré au 11 de départ, mais qui apparemment n'aura pas de passe-droit. Et justement, il en a parlé en conférence de presse aujourd'hui, Igor Tudor, et on va pouvoir lancer la vidéo avec toi. Alors, on n'a pas le son. J'ai parlé avec le père de Khéphren, il m'a dit, si mon fils fait quelque chose de mal, donne-lui aussitôt une claque. Voilà. Je vais les rire. Ha, 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 ha. Khéphren est fort, je le connais depuis qu'il a joué à Nice, j'ai joué contre lui avec Marseille. Je m'en souviens, un joueur fort. Voilà. Bon, il y aura pas en gros, Khéphren Thuram, la petite anecdote. Bon, il y aura pas de passe droit. Pas trop fort la claque quand même, on n'a pas le droit de. Oui, pas trop de violence. Et puis non, mais c'est ça, c'est maltraitance infantile, c'est interdit par la loi. On reste en Italie avec notre invité hier dans l'After Italie, Lolo. C'était Oumar Solet qui fait tourner les têtes après seulement 10 matchs disputés sous les couleurs de l'Udinese. On avait sorti une stat assez révélatrice de tout ce qu'il a pu apporter au club du Frioul. C'est assez simple. On rappelle qu'Oumar Solet, il n'a pas pu jouer de toute la première partie de saison avec l'Udinese parce qu'il avait signé tard, donc après avoir rompu son contrat avec Salzbourg. Et c'est vrai que depuis qu'il joue, donc depuis janvier, on voit une nette différence dans les résultats, mais aussi dans les performances du club du Frioul, donc en Serie A. Regardez, son club encaisse 2 fois moins de buts par match quand il est présent que quand il était absent. Un pourcentage de victoire légèrement supérieur aussi, tout comme le nombre de points par match. Et puis plus globalement, effectivement, c'est un joueur d'impact, Oumar Solet, un joueur qui est capable de bien défendre, mais aussi de se projeter. Et c'est vrai que c'est l'une des belles trouvailles d'Udinese cette saison en Serie A. Et RMC Mercato est en mesure de vous confirmer que l'Udinese est disposé à se séparer dès cet été d'Oumar Solet, le défenseur français donc, qui était arrivé libre et gratuitement en octobre dernier de Salzbourg. Le club de Frioul espère un transfert d'au moins 15 millions d'euros. La Roma, le Napoli, l'Inter se sont renseignés et regardent de près ses performances. En Angleterre, Manchester United aussi suit le profil d'Oumar Solet. Qu'en pense le joueur formé à Laval de toutes ces sollicitations. Exactement, c'est ce qu'il nous a expliqué hier dans l'After Italie. C'est très très flatteur
Voilà, n'importe quel joueur qui entend son nom associé à des grandes équipes comme ça. Le plus important pour moi, c'est de garder la tête sur les épaules, de faire mes matchs, de faire mes performances, et de répéter, voilà, d'être un joueur consistant. Vraiment, ma concentration, elle est vraiment dans ça. Tout ce qui peut se dire en dehors ou dans les médias ou dans les rumeurs, etc., les clubs, voilà, c'est pas à moi de gérer tout ça. Dossier à suivre donc dans RMC Mercato. Merci Lolo. Merci Jay. On se retrouve jeudi prochain avec pour un nouveau plaisir. RMC Mercato. Et avec Rémi Dumont. Avec Rémi qui sera de retour. Entre nous deux. Exactement, retour de vacances. Bien bronzé. On va chauffer la place, mon Rémi. Bronzé à New York, tu crois? Je sais pas. Ah, peut-être. Ah, il était à New York? Ouais, il était à New York. Je crois qu'il était à Miami. Non. Bon, c'est les États-Unis, c'est pareil, il était aux États-Unis. Allez, merci à tous. On se retrouve évidemment en replay sur YouTube et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.